Femme bisexuelle de 19 ans, vierge, ayant un intérêt pour le BDSM, cherche à faire des rencontres et à s'amuser. Voici l'annonce postée par Domina Chéri, de son vrai nom Sarah M, en mai 2021 sur Badoo. Plus de 250 hommes vont y répondre, tombant ainsi dans le piège tendu par celle qui, après une déception amoureuse, s'était mise en tête de dépasser Harold Chipman et ses 250 victimes, devenant ainsi la plus grande tueuse en série de tous les temps. Moi, c'est Nelly, et ça, juste avant, c'était un avant-goût de l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Elle est très récente, son dénouement a eu lieu en 2022, donc il y a seulement 2 ans, et elle a pas mal de points communs avec celle concernant Shay Groves. Donc, si cette dernière vous avait intéressé, il y a de fortes chances pour que celle-ci pique également votre curiosité. Mais avant de nous plonger dans l'affaire, laissez-moi vous parler quelques instants de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Un VPN, ça sert à rediriger vos données de navigation vers un réseau sécurisé et de cacher ce qui vous identifie en ligne, à savoir votre adresse IP. Leader mondial du secteur avec plus de 15 années d'expérience dans le domaine de la sécurité et de la protection des données privées et plus de 11 000 serveurs dans 100 pays différents, CyberGhost VPN a déjà convaincu plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il est par ailleurs le VPN le plus recommandé par Trustpilot, où il obtient l'excellente note de 4,8 sur 5. C'est toujours mieux d'utiliser CyberGhost VPN, même lorsque vous vous connectez depuis chez vous, mais lorsque vous vous connectez sur des réseaux Wi-Fi publics, alors là, ça devient carrément indispensable. À moins que vous ayez envie de partager vos données bancaires et vos mots de passe avec tout le quartier. En plus de protéger vos données, CyberGhost VPN vous débloque l'accès à des contenus bénéficiant d'une restriction géographique. Qu'il s'agisse de sites web, de vidéos YouTube, ou bien des catalogues de pas moins de 35 services de diffusion en streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime ou Disney+. Et ce, pour jusqu'à 7 appareils différents avec un seul abonnement afin de faire profiter à toute votre famille d'une connexion sécurisée. En cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description, vous bénéficierez de 83% de réduction sur l'abonnement à CyberGhost VPN. Ça vous reviendra à seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts. Et vous ne risquez pas grand-chose à vous laisser tenter par cette offre, puisque pendant les 45 jours d'essai, vous pourrez vérifier que CyberGhost VPN correspond bien à vos attentes ou bien vous faire rembourser si ce n'est pas le cas. C'est peut-être alors aujourd'hui pour vous l'occasion de commencer à protéger votre vie numérique et ce à un prix imbattable en cliquant sur le lien en description. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous plonger. Les lois de protection de la vie privée sont particulièrement strictes en Allemagne et c'est pour cette raison que peu de détails sont disponibles sur la protagoniste de l'affaire du jour. Si vous vous souvenez, ça avait déjà été le cas et pour la même raison vu que l'affaire se passait aussi en Allemagne concernant le cas Jarno Helg dont je vous avais parlé sur la chaîne il y a quelques mois. Cependant, je peux vous dire ceci. Sarah M, dont nous ne connaissons donc pas l'identité complète, est née en 2002 en Suisse, mais a grandi à Bamberg. C'est une ville moyenne située au nord de Nuremberg en Bavière, une région du sud de l'Allemagne. Enfant unique, elle a eu une jeunesse que on peut qualifier de normale, auprès de ses parents aimants, avec qui elle s'entendait très bien. C'était une petite fille vive, ayant d'excellentes notes à l'école, qui avait des amis et qui adorait les animaux. Elle avait d'ailleurs un lapin de compagnie qu'elle emmenait partout avec elle. Mais comme souvent, c'est au moment de l'adolescence que les choses ont commencé à se corser. Sarah s'est alors transformée en stéréotype de l'ado à problème. Elle est devenue rebelle et agressive avec absolument tout le monde et a totalement cessé d'écouter ses parents. Elle sort hyper souvent sans même leur dire où elle va et lorsqu'ils essayent de la joindre, elle ne prend même pas la peine de répondre au téléphone. À la maison, elle ne respecte absolument aucune des règles que ses parents tentent de lui imposer. Elle organise par exemple souvent des fêtes très destructrices pour l'intérieur de la maison, dès que ses parents ont le dos tourné. Elle ne se soumet pas non plus aux règlements assez stricts de l'établissement qu'elle fréquente. Depuis quelque temps, elle s'est prise de passion pour la musique métal, en écoute énormément et ça fait partie de sa culture, on va dire, et de son univers mental. Elle a adopté un look
qui va avec, et elle se présente en cours avec les cheveux teints, du maquillage noir très lourd, des vêtements noirs déchirés, ce qui n'est absolument pas autorisé dans son établissement. Mais pire encore, Sarah est très souvent impliquée dans des disputes violentes et même des bagarres avec d'autres élèves. Elle est globalement très provocatrice et méchante avec absolument tout le monde, et pour cette raison, elle devient la cible de critiques et même presque de harcèlement. C'est l'élève la plus détestée de son lycée et absolument personne ne veut traîner avec elle. On pourrait imaginer que ce traitement allait lui faire ouvrir les yeux et la pousser à adapter son comportement, à changer afin de se faire plus apprécier. C'est en tout cas ce qui se serait certainement passé avec la plupart des gens. Mais pas du tout. Parce que Sarah, elle, contrairement à la plupart des gens, adore avoir l'attention sur elle, que ce soit en positif ou en négatif, peu importe. Avoir le rôle de la méchante, c'est quelque chose qu'elle apprécie. Elle prend carrément du plaisir dans la confrontation au quotidien, donc elle n'a absolument aucune raison de changer de comportement. Elle va même en rajouter en lançant une rumeur sur elle-même. Alors qu'elle a seulement 15 ans, elle raconte absolument partout, et en particulier dans son lycée, qu'elle se prostitue, et que c'est comme ça qu'elle peut se payer des vêtements très sexy, provocants et tout. On ne sait absolument pas si c'était vrai ou si elle cherchait à se donner une image sulfureuse, mais il y a quelques éléments qui viendront plus tard dans l'histoire qui laissent à penser que c'était complètement inventé. En 2018, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle fumait déjà un petit peu d'herbe de temps en temps, mais là, elle ne va plus s'en contenter, elle passe à la consommation très régulière d'ecstasy. Et elle sera même arrêtée par la police pour possession de drogue en une occasion. Lors de son arrestation, Sarah fait une crise de nerfs absolument monumentale. Elle attaque les policiers, elle les insulte, elle leur crache dessus et elle les frappe. À cette époque, toujours lorsqu'elle a 16 ans, Sarah va commencer à très régulièrement se faire du mal à elle-même. Elle se confie à ce sujet sur sa chaîne YouTube, expliquant être dépressive et ne pas pouvoir s'empêcher de se blesser, la pratique étant devenue pour elle comme une addiction. Un jour, alors qu'elle range la chambre de sa fille, sa mère tombe sur une corde dans un placard. La corde est accrochée à une poutre et se termine en nœud coulant, comme prête à l'emploi. Complètement paniquée à l'idée que sa fille puisse sauter sa propre vie, la mère de famille décide de la faire interner en hôpital psychiatrique. Elle va y faire un assez long séjour durant lequel on va lui diagnostiquer un trouble de la personnalité de type borderline, des troubles émotionnels dont on ne connaît pas la nature exacte, ainsi que des hallucinations dues à sa consommation très fréquente de drogue et ce depuis le plus jeune âge. À l'hôpital, Sarah suit un traitement, ce qui contribue à améliorer sa situation mentale, mais certains de ses traits de personnalité inquiétants subsistent. Par exemple, elle gagne la confiance et l'amitié d'un autre patient dans l'unique but de le pousser à s'enlever sa propre vie. Il ne le fera heureusement pas, et Sarah est dirigée vers une autre unité de l'hôpital afin de protéger les autres patients d'elle. Elle sort de l'hôpital lorsqu'elle a 17 ans, en 2019. À l'époque, elle ne travaille pas, elle ne fréquente plus le lycée, donc elle a beaucoup de temps pour elle, à rien faire un petit peu, et elle va se mettre à passer beaucoup de temps dans sa chambre, seule. C'est alors qu'elle se découvre une nouvelle passion, celle pour les affaires criminelles et les tueurs en série. Mais Sarah ne va pas se contenter de s'intéresser aux aspects sociaux ou aux aspects judiciaires des affaires, ou comme beaucoup de gens, à chercher à comprendre comment un être humain peut être capable de commettre de tels passages à l'acte. Non, elle glamourise à fond les tueurs en série, elle les admire, et tout laisse à penser qu'elle développe même pour eux des sentiments amoureux et lubriques, un peu comme une groupie ferait avec ses chanteurs préférés. Sarah s'amourache en particulier de deux d'entre eux, Richard Ramirez, un tueur en série très connu qui a sévi en Californie durant les années 70, qui a tué des dizaines de personnes en rentrant chez eux par effraction, souvent de nuit, et qui laissait derrière lui sur les murs des maisons de ses victimes des inscriptions avec du sang, souvent des symboles satanistes ou des références à des groupes de rock. Sarah adore aussi Ted Bundy, un autre tueur en série américain qui se servait de son éloquence et de son physique avantageux pour séduire des femmes et les tuer. Sarah accroche carrément des photos d'eux dans sa chambre et a leur portrait en fond d'écran sur son téléphone et son ordinateur. Et là, normalement, si vous avez vu la vidéo sur Check Groves, vous voyez de très gros points communs entre les deux affaires. Et évidemment, en parallèle avec cette passion qu'elle développe pour les tueurs en série, Sarah continue à tout faire pour se faire remarquer et choquer son entourage. Souvent, elle se dessine des pentagrammes sur la paume des mains, exactement comme le faisait Richard Ramirez.
Mais elle va choisir un symbole encore plus provocateur que je ne vais pas citer parce que je crois que ça passe pas trop sur YouTube, mais vous allez très bien deviner de quoi il s'agit. Elle dessine sur ses bras une sorte de croix dont le dessin peut vous valoir de la prison en Allemagne. En 2019, au plus haut de son obsession pour les tueurs en série, elle décide qu'elle veut devenir comme eux. Elle veut leur ressembler, peut-être pour leur plaire, qui sait. Elle a alors 17 ans à l'époque et elle se met en tête de tuer. Mais surtout en se faisant pas attraper, afin de commettre le plus de victimes possible et ainsi devenir connue. À cette époque, en 2019, Sarah rencontre son premier petit ami, un certain Léon, avec qui elle aura ses premières expériences amoureuses et sexuelle. Et c'est cet élément qui me fait dire qu'elle ne se prostituait pas, du coup, avant ça. Léon lui ressemble pas mal, a priori il a à peu près son âge, environ 19 ans, et lui-même il souffre de troubles mentaux, d'addiction et compte déjà pas mal de condamnations judiciaires à son actif. Les deux sont extrêmement amoureux et passent tout leur temps ensemble. Rapidement, le sexe prend une part de plus en plus importante dans leur relation. Sarah développe surtout un très très vif intérêt pour la chose parce qu'en pratiquant le sexe, elle y trouve un moyen de booster son ego, de se mettre en valeur auprès d'un homme, parce que elle reçoit des compliments sur ses capacités au lit, tout ça. Bon, vous aurez compris qu'à ce stade, Sarah a une tendance obsessionnelle, un terrain propice à l'addiction, que ce soit aux drogues, au sexe ou à la violence. Donc dès qu'elle commence à s'intéresser à quelque chose, c'est toujours de manière extrême, elle va toujours y plonger à fond et en faire une obsession, en faire un pilier de sa vie. Et là maintenant, c'est le sexe. Et très vite, elle va développer un intérêt pour les pratiques les plus extrêmes, basées sur la douleur, en particulier le BDSM. Et elle se met en position dominée, c'est-à-dire qu'elle va demander à Léon, durant l'acte, de la frapper, de l'humilier, de lui faire mal. À chaque fois que j'aborde ce sujet, je reviens quand même sur un point essentiel. Ce genre de pratique, aussi extrême soit-elle, ne pose pas spécialement de problème si les deux parties sont consentantes. Il y a des gens qui arrivent à pratiquer ce genre de choses sans qu'il y ait de dérapage, mais pour cela, il faut être extrêmement pointilleux et exigeant sur la notion de consentement. Toujours s'assurer que tout est fait avec le consentement des deux acteurs. Et j'utilise le mot acteur à dessein, puisque lorsqu'on fait ce genre de choses, en général, on joue une sorte de rôle. On n'est pas vraiment la personne qu'on est au quotidien. C'est un peu ça l'idée. Dans le cas de Léon et Sarah, les deux sont consentants. L'idée vient de base de Sarah, mais Léon est d'accord. Malheureusement, parfois, à la demande de Sarah, Léon va un peu trop loin. Ça laisse des blessures à la jeune femme. Ces blessures, Sarah ne va pas y prêter trop attention, elle va les laisser s'infecter, risquant des problèmes de santé plus graves. Elle est en permanence recouverte de bleus et de coupures, de blessures. Et cette vision met Léon extrêmement mal à l'aise au bout d'un certain temps, puisqu'il sait qu'il en est responsable, même si c'est elle qui demande. Mais Sarah continue d'en demander toujours de plus en plus à Léon, qui finit par se décider à la quitter en mars 2021, après 2 ans de relation. Il n'y a pas que ça qui a motivé Léon à quitter Sarah alors qu'il l'aimait. Il y a aussi le fait qu'il l'a entendu dire des choses un peu effrayantes, comme par exemple qu'elle voulait devenir une tueuse en série. Mais il ne va pas en parler aux autorités ou même à qui que ce soit autour de lui, il va juste se protéger lui en la quittant et en partant. La jeune femme qui vivait son premier amour est complètement dévastée par la rupture. Rapidement, sa tristesse va laisser place à la colère et elle va décider de se venger de Léon par tous les moyens. Dans un premier temps, elle cherche à lui nuire en ruinant sa réputation et en lui attirant des soucis avec les autorités. Auprès de ses proches, auprès de tout le monde en fait, elle accuse Léon de l'avoir étranglé, frappé, abusé de toutes les manières possibles, omettant évidemment de préciser que c'était à sa demande. Elle l'accuse aussi d'avoir posté des photos dénudées d'elle sur Internet. La police mène l'enquête et aucun élément n'est trouvé afin d'incriminer le jeune homme. Sarah décide alors d'opter pour une solution plus radicale afin de se venger de son ex, le tuer. Mais pas seulement lui, elle veut aussi tuer tous les hommes qui lui ressemblent. Pas qui lui ressemblent physiquement, forcément, mais plutôt qui lui ressemblent dans le sens où ils sont jeunes, où ils n'ont pas d'enfants, ils sont libres et ils peuvent séduire des femmes et les faire souffrir, comme Léon a fait avec elle. Le 20 avril 2021, soit environ 1 semaine après sa rupture avec Léon, Sarah se rend dans un magasin qui vend du matériel de camping en compagnie d'un ami. Elle a besoin de cet ami pour faire l'acquisition d'un couteau, un grand couteau, doté d'une lame de 30 cm, parce qu'elle n'a pas l'âge nécessaire pour l'acheter toute seule. Elle explique qu'elle va faire du camping et qu'elle en a besoin pour ça, et son ami ne va pas poser plus de questions. Et voilà Sarah équipée.
Dans le même temps, Sarah commence à effectuer pas mal de recherches sur Google. Elle veut savoir comment tuer quelqu'un efficacement et surtout sans se faire prendre, et se renseigne aussi sur le tueur en série le plus prolifique, celui qui a fait le plus de victimes. Elle tombe alors sur le profil de Harold Shipman, un ange de la mort, c'est-à-dire un médecin qui s'en prenait à ses patients. Celui-ci a revendiqué plus de 250 victimes. Sarah se met alors en tête de le dépasser, de faire plus que 250 victimes, ça y est, elle a un objectif, puisque son but ultime, c'est de devenir la tueuse en série la plus prolifique de tous les temps et la plus connue. Elle informe un ami par texto de ce projet qui a priori l'enthousiasme beaucoup le soir même. Maintenant que son projet commence à être un peu plus précis, les contours sont plus nets, elle sait exactement l'objectif à atteindre, il lui reste encore à trouver les victimes. Elle se tourne alors vers l'endroit où elle aura le plus facilement accès à un très grand nombre d'hommes, les sites de rencontres. Elle s'inscrit sur pas mal d'entre eux, Tinder, Badoo, Plenty of Fish ou My Sugar Daddy. Le 28 avril, elle crée sur tous les sites que je viens de vous citer un profil. Utilisant ses propres photos, elle ne cache même pas son visage. Par contre, elle opte pour un pseudo, celui de Domina Cherry. Dans son annonce, elle se décrit comme une femme de 19 ans, vierge, ayant un intérêt pour le BDSM, vous noterez l'incohérence quand même entre les deux derniers éléments, et qui cherche à faire des rencontres et à s'amuser. Son profil éveille évidemment l'intérêt de très nombreux hommes, en particulier d'âge mûr. En tout, Sarah sera contactée par 224 profils masculins. Elle s'approche donc de son but, faire 250 victimes. Et elle est toujours très transparente sur ses intentions, puisqu'à pas mal de ses amis, elle explique qu'elle compte tous les rencontrer, un par un chaque jour s'il faut, et leur trancher la gorge à tous. Ses amis ne s'inquiètent pas plus que ça, ils imaginent qu'encore une fois elle cherche à faire son intéressante et ils ne la prennent absolument pas au sérieux. Sur ma chaîne, on a déjà vu pas mal d'affaires avec des profils très similaires, des gens qui sont dans la provocation en permanence, qui racontent toujours des histoires, qui cherchent à se rendre intéressants et à choquer, et lorsque ces gens-là se mettent à se confier auprès de leurs amis au sujet de projets criminels, eh bien leurs amis sont tentés de ne pas y croire, parce qu'ils imaginent qu'il s'agit encore de quelque chose qui vise à juste les rendre intéressants. Et puis, on va pas se le cacher, l'humain a quand même une part au fond de lui d'égoïsme qui fait qu'on n'a pas envie de croire à ce genre de choses parce que ça nous obligerait à aller à la police, à se mêler de choses dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller. Enfin, bref, c'est plus facile d'être dans le déni et de fermer les yeux. Les premiers hommes avec qui Sarah discute s'appellent Sam, Mirad et Anthony. Et je vais vous les décrire rapidement. Sam est un jeune homme plutôt respectueux dans son approche de Sarah. Il cherche à s'assurer qu'elle est majeure et qu'elle a déjà eu des expériences avec des hommes plus âgés qu'elle. Il prévoit de se rencontrer le 3 mai, c'est-à-dire 2 jours plus tard. Parce que là, on est le 1er mai. Mirad, lui, est beaucoup plus cash et propose directement une rencontre et des relations sexuelles dans sa voiture. Il dit être enseignant et avoir des goûts très particuliers en matière de sexe. Sarah dit qu'elle est absolument OK pour tout à ce niveau et il prévoit de se rencontrer dans les jours qui viennent. Anthony, quant à lui, cherche à être dominé. Il veut être l'esclave de Sarah. Il a probablement été plus intéressé par la partie domina de son pseudo. Sarah prévoit de le rencontrer le 5 mai, soit 2 jours après son premier rendez-vous. Mais le premier homme qu'elle va rencontrer s'appelle Zayed. C'est un immigré irakien de 39 ans, agent de sécurité, passionné de football, qui habite en Allemagne depuis 7 ans environ. Il la contacte sur Badoo et explique que lui, il cherche à se poser, il ne cherche pas de relation sans lendemain, il a déjà 39 ans, il veut une relation sérieuse. Sarah s'assure qu'il a bien une voiture et elle lui propose de le rencontrer tout de suite, le soir même, le 1er mai. Elle lui propose de venir la chercher aux environs de 20h à un arrêt de bus de sa ville, parce qu'elle ne possède pas de voiture et il n'y a pas de train dans sa ville. Elle explique qu'ensuite, ils iront dans sa voiture, dans les bois, où elle possède une cabane. C'est complètement faux, elle n'a pas de tel bien, c'est un prétexte en fait pour monter en voiture avec lui. Ce jour-là, alors qu'elle a déjà contacté plein d'hommes sur les applications de rencontres et qu'elle a carrément son premier rendez-vous de prévu, Sarah s'affaire à préparer son premier crime pour le soir même. Elle fait encore des recherches Google, cette fois sur la manière de se débarrasser le plus efficacement d'un corps. C'est alors qu'elle reçoit une visite totalement inattendue. Celle de son ex, Léon, celui qui lui a brisé le cœur et lui a donné des envies d'éradication totale de la population masculine. Il est venu récupérer quelques affaires et Sarah envisage un instant d'en profiter pour le tuer.
Mais Léon se méfie et a pris des précautions. Il a demandé à un ami d'attendre à l'extérieur et ça va dissuader Sarah. Léon va repartir sain et sauf. Mais il est passé pas loin. Vers 19h30, peu avant son rendez-vous avec Zayed, une demi-heure avant, Sarah va contacter son amie Francesca et lui laisser pas mal de messages. Elle lui dit « Là je sors, je vais tuer mon premier. Je suis trop contente. Souhaite-moi bon courage pour que ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire « Salut mec, j'ai une surprise pour toi. Ferme tes yeux. » Et là, je vais me la faire complètement en natural born killer. Elle explique prévoir de poignarder l'homme. Elle fait même des bruits de couteau qui rentrent dans la chair avec la bouche, un peu. Puis elle se filme en train de danser de manière un peu sexy avec son couteau avec la lame de 30 cm coincé dans son crop top. Francesca découvrira les messages un petit peu plus tard, mais comme toujours, n'ira pas dire quoi que ce soit à la police pour les raisons dont on a parlé un petit peu plus tôt. Par peur d'être complice parce qu'elle était au courant, et puis aussi juste pour être tranquille en fait, parce que c'est plus facile de faire comme si on ne savait pas. À 20h, Sarah retrouve Zayed comme prévu et grimpe en voiture avec lui en direction de sa cabane imaginaire. En chemin, elle flirte avec lui pour le mettre à l'aise et un moment, alors qu'il regarde son téléphone pour chercher une direction certainement, elle lui enfonce sa lame de 30 cm dans le cou. L'homme hurle et cherche à se débattre, il ne sait pas ce qui lui arrive, il panique totalement et Sarah réalise qu'il ne va pas mourir instantanément, alors elle préfère fuir, quitter la voiture, espérant que l'homme va se vider de son sang. Mais c'est pas exactement ce qui va se passer parce que Zayed va réussir à faire une pression bien ferme sur sa blessure, réussissant à contenir l'hémorragie et à s'extirper lui-même du véhicule. Il parvient à rejoindre la route principale et là il va avoir énormément de chance parce qu'il cherche à arrêter des voitures et parmi les voitures qu'il réussit à arrêter, il y a une infirmière qui va lui prodiguer les premiers soins et l'emmener à l'hôpital. Là-bas, l'homme tombe malheureusement rapidement dans le coma des suites de ses blessures. Sarah, pendant ce temps-là, est en fuite. Et c'est un sacré tableau. Elle a les collants complètement déchirés, elle est pieds nus, elle a du sang sur elle et elle n'arrête pas de murmurer « Je suis une tueuse, je suis une tueuse ». Des passants vont l'apercevoir et évidemment appeler la police parce qu'elle a l'air d'un zombie et elle fait super flipper. Et seulement 37 minutes après son passage à l'acte, Sarah est arrêtée par la police. Lorsqu'ils l'interrogent, lorsqu'ils sont face à cette jeune femme dans un piteux état, c'est le moins qu'on puisse dire, les policiers ont pour premier réflexe d'imaginer qu'elle a été agressée et qu'elle s'est défendue. Mais Sarah va immédiatement les rectifier. Non, non, je voulais trancher la gorge de quelqu'un et le regarder mourir. Ça, c'est ce qu'elle va leur dire. À l'hôpital, Zayed va rester pendant de longs jours dans le coma. Et au bout de 19 jours, malheureusement, il va mourir. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, alors qu'elle est incarcérée, Sarah n'exprime absolument aucun remords. Pire encore, en détention, Sarah explique à ses co-détenus que c'est vraiment dommage qu'elle ait été arrêtée si rapidement parce qu'elle comptait devenir la pire tueuse en série de tous les temps et qu'elle avait plein d'autres meurtres de prévus. En prison, Sarah devient une sorte d'icône. Elle reçoit énormément d'attention de toutes parts. Tout d'abord des hommes de l'extérieur qui lui déclarent leur amour dans des lettres enflammées. Et là, j'ai une petite pensée pour les incels qui passent régulièrement dans les commentaires de ma chaîne. Vous voyez, les mecs, il n'y a pas que les femmes qui sont attirées par les tueurs. Il y a aussi les hommes qui sont attirés par les tueuses. Mais bon, vu qu'il y a moins de tueuses que de tueurs, ça arrive moins souvent. Mais il n'y a pas seulement les lettres. Aussi étonnant que ça puisse paraître, elle était enfermée dans une prison mixte. Je n'ai absolument pas pu vérifier si c'était possible, mais c'est ce que plusieurs sources mentionnent. Donc elle avait bel et bien des co-détenus masculins. Et eux aussi la couvrent d'attention. Alors c'est un peu bizarre vu que son projet c'était quand même de tuer plein d'hommes. Mais écoutez, elle devient une espèce de mascotte, peut-être parce qu'elle est jolie, à mon avis ça joue. Sarah, lors d'une visite au parloir, demande à sa mère de lui prêter de l'argent afin qu'elle puisse s'acheter des vêtements sexy pour justement plaire à ses co-détenus masculins. Mais dans le même temps, elle déplore d'avoir apporté ses propres vêtements civils. Elle préférerait largement une combinaison orange sexy, comme elle dit, pour ressembler à Richard Ramirez et à Ted Bundy et à toutes ses idoles tueurs en série. En tout cas, elle semble très très bien profiter de toute cette attention qu'elle a de la part de ses co-détenus, des hommes de l'extérieur et puis des médias, puisque c'est ce qu'elle cherchait depuis le départ. Sarah fait une demande officielle pour accrocher dans sa cellule des photos de Ted Bundy et Richard Ramirez. Bizarrement, ça lui sera refusé. Et pour vous prouver qu'elle va quand même toujours pas très bien là-haut, lors d'une visite au parloir, encore une fois avec sa mère,
Elle va lui demander d'aller tuer Léon, puisque elle n'a pas réussi à le faire. Bon, heureusement, sa mère ne voudra pas. En mai 2022, Sarah est jugée. Elle ne montre absolument aucun remords et apprécie énormément l'attention médiatique, comme vous pouvez le deviner. Elle est maquillée, hyper bien, un beau petit smoky, elle a les cheveux fraîchement teints, en rouge, elle a demandé à sa mère de lui procurer de la teinture rouge pour le procès. Et elle porte une petite tenue très à la mode, elle a un petit perfecto en cuir, un petit skinny, bref, elle est pimpante. Lorsqu'elle doit s'expliquer, elle ne cache absolument rien et explique froidement que oui, elle avait l'intention de tuer plus de 250 hommes afin de devenir la tueuse en série la plus prolifique de tous les temps. Elle accuse son ex Léon d'être à l'origine de tout ça, que c'est à cause de sa manière de la traiter qu'elle a eu envie de tuer plein d'hommes. Léon est appelé à la barre pour témoigner et lorsqu'elle le voit, Sarah devient absolument folle. Elle entre dans une rage monumentale, elle essaie de pousser les gens qui sont à côté d'elle, de se défaire de ses menottes, de sauter par-dessus la balustrade. Bon, elle y arrivera pas, heureusement. Léon va de nouveau nier toutes les accusations que Sarah porte contre lui et expliquer que lorsqu'ils étaient ensemble, c'est elle qui lui demandait de procéder à tous ces abus sur sa personne, qu'elle lui avait aussi confié vouloir être une tueuse en série, c'est en partie pour ça qu'il l'a quittée. Mais encore une fois, il explique qu'il n'a rien dit à personne parce que il ne croyait pas vraiment qu'elle allait passer à l'acte. Ou au moins, c'était plus facile pour lui de ne pas le croire. L'accusation explique que Sarah est une individu extrêmement dangereuse et que c'est très bien qu'elle ait été arrêtée très tôt dans son parcours criminel, puisque tout laisse à penser qu'elle aurait fait d'autres victimes. Elle avait déjà 3 rendez-vous de prévus dans les jours suivants. L'âge de Sarah au moment du meurtre de Zayed, c'est-à-dire 18 ans, est pris en compte comme un facteur atténuant. Et elle écope de 12 ans d'enfermement dans un hôpital psychiatrique, ce qui peut paraître être une peine absolument dérisoire. Au moment de l'énoncé de sa condamnation, Sarah expose la paume de sa main gauche dans laquelle elle a dessiné un pentagramme, exactement comme Richard Ramirez sur l'une des photos les plus connues de lui. Son amie Francesca, à qui elle avait envoyé toute une série de messages juste avant de tuer Zayed, encourt jusqu'à 5 ans d'enfermement pour non-dénonciation de crime, mais pour des raisons inconnues, les charges ont été abandonnées. Sarah actuellement est enfermée dans une unité psychiatrique où elle fait du sport tous les jours, suit un régime végétarien et regarde beaucoup la télé, paraît-il. Elle pourrait être libérée en 2032 à l'âge de 31 ans. Il est probable cependant qu'elle soit maintenue enfermée plus longtemps si les médecins estiment qu'elle est encore dangereuse. C'est ce qui se passe en général lorsque vous êtes interné dans un hôpital et pas dans une prison. Votre sortie ne dépend pas seulement de votre comportement pendant votre enfermement ainsi que du temps que vous avez passé enfermé, mais dépend aussi de votre réceptivité au traitement, de est-ce que vous allez mieux, est-ce que mentalement, tout est réglé et que vous n'allez pas recommencer. Puisque le but d'un enfermement dans une unité psychiatrique, c'est de vous soigner, donc tant que vous n'êtes pas plus ou moins soigné, vous ne sortez pas. Le corps de sa victime, Zayed, a été rapatrié en Irak afin d'y trouver le lieu de son dernier repos auprès des siens. J'en ai fini avec l'histoire de Sarah M, alias Domina Chéri. J'espère que ça vous a intéressé et surtout que vous prenez encore du plaisir à m'écouter parler d'affaires criminelles et pas seulement d'histoires musicales, parce que faut que je vous avoue que j'ai toujours un peu peur que finalement, quand je parle plus du tout de musique, ça vous intéresse moins, parce que j'ai l'impression que je suis meilleure quand je parle de musique. Peut-être que je me trompe. Je compte continuer comme ça, faire un rythme de 2 affaires criminelles, une vidéo plus musicale, et puis souvent des affaires criminelles quand même un peu en lien avec la musique, vous voyez, trouver une espèce d'équilibre comme ça. Là, il n'y avait pas du tout de musique, donc j'ai l'impression qu'il manque une petite saveur. J'espère que c'est pas le cas. Écoutez, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Écoutez, quant à moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire de spécial cette fois, à part que ça y est, les vacances sont finies pour moi, c'était très sympa. Est-ce que vous trouvez que j'ai un petit peu bronzé? Pas beaucoup, je me protège vraiment chaque année un peu plus en fait, parce que chaque année j'ai plus de tatouages, donc chaque année je mets plus de crème. Et j'ai reçu mon trophée YouTube pour les 100 000 abonnés, mais je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas vu encore en vrai, j'ai trop hâte. Il est coincé chez ma voisine, parce que c'est elle qui l'a réceptionné, parce que moi j'étais en vacances quand il est arrivé. Mais je vous le montre bientôt. Et je tiens à remercier encore une fois CyberGhost VPN qui a sponsorisé la vidéo que vous venez de voir. N'oubliez pas que grâce au lien en description et en commentaire épinglé, vous pourrez bénéficier d'un excellent VPN à un prix imbattable, soit 2,03 € par mois plus 4 mois offerts. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet.
Encore merci pour tout le soutien que vous m'exprimez sur ma chaîne ou sur Instagram. Ça me touche énormément. J'ai continué de vous répondre pendant mes vacances. Vous avez vu, je suis sympa. Non, c'est normal. Je trouve ça normal en fait. Merci d'être resté jusque-là. Puis je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.